16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, attaché de presse, agent et spécialiste de la chanson française, mais aussi consultant et animateur ou chroniqueur musical pour de nombreuses émissions de télévision et de radio, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la chanson. Il est l'un des meilleurs biographes en France. Fabien Lecoeuvre vient aujourd'hui nous parler de son livre Nos années bonheur en chanson chez Fayard. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour Cyrielle Sarah. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui sur cette antenne. Sachez que pour les auditeurs, j'ai appris pas mal de choses juste avant l'émission. On va tenter de les dévoiler dans un instant. Avec plaisir. Puisque l'ADN, c'est tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On commence alors par le début, toujours le début. Fabien Lecoeuvre, vous êtes né un 2 décembre dans les années 60 à Paris, avec un père ingénieur, une mère au foyer entourée de vos 2 sœurs et une mère juive ashkénaze. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? J'ai eu une enfance heureuse, même si c'était compliqué par rapport à l'éducation. Mon père était extrêmement sévère, mais très heureuse, on n'a manqué de rien. J'avais la chance d'avoir dans ma famille une tante qui s'appelait Simone, ma grande-tante, et qui m'a emmené très tôt dans des grands music-halls parisiens applaudir des artistes, qui allaient de Georges Brassens à Annie Cordy, Claude François, les compagnons de la chanson. Enfin, j'ai vu Joséphine Baker, Luis Mariano, j'ai vu tout ça déjà dans mon enfance. Donc j'ai eu une enfance, j'ai manqué de rien, tout s'est bien passé. Mon rêve, c'était évidemment je voulais devenir impresario. C'était l'appellation qu'on donnait aux gens qui travaillaient souvent dans l'ombre des artistes, en fait. Et puis, à chaque fois, mes parents se faisaient convoquer à l'école, ils se disaient, mais c'est quoi ce métier d'impresario ? Pourquoi il veut faire ça ? Alors, j'avais lu ça dans les journaux, entre un Paul Lederman ou Orlando, des gens comme ça, qui étaient déjà des managers et des impresarios, Claude Carrère, enfin, des gens de cette qualité à l'époque. Et voilà comment, après, je me suis retrouvé dans ce métier, parce que pour faire plaisir à mes parents, j'ai passé mon bac, j'ai fait 2 ans de chambre de commerce de Paris pour passer mes diplômes que j'ai eus, et puis après j'ai mal tourné. On va en parler du mal tourné dans un instant, mais ça fait de vous quel genre de petit garçon tout d'abord quand vous êtes petit ? Alors, un petit garçon, j'étais assez turbulent, j'étais tout le temps en mouvement, je dormais très peu déjà. Je m'intéressais à tout, surtout au spectacle, à la chanson, très tôt. Et je dois dire que, voilà, mais j'étais un garçon, je travaillais raisonnablement à l'école, juste pour passer sur la classe supérieure. Bon, j'avais quand même sauté une classe quand j'étais enfant. Donc, parce que j'avais vite appris beaucoup de choses très vite, très tôt. Voilà, et comme je suis né en décembre, ce qui fait que j'avais 2 ans d'avance. J'ai toujours été avec des garçons ou des filles de mon âge. Non, mais pas de mon âge, ils avaient tous déjà 2 ans de plus que moi. Donc j'ai grandi très vite avec des gens plus âgés. Plus vite. Très jeune, vous obtenez un diplôme donc à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Vous allez vous retrouver présentateur un peu par hasard du journal télévisé interne de cette école, ce qui va vous permettre de réaliser pas mal de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels souvenirs vous avez gardés de cela et quelles ont été les personnalités que vous avez été amené à rencontrer ? Mais surtout, je rencontrais beaucoup de chefs d'entreprise, puisque c'était une école de la chambre de commerce. Chacun venait de parler de sa réussite, de sa manière de gérer une situation, un commerce. Et puis surtout, j'ai rencontré Line Renaud, qui a été une rencontre déterminante dans ma vie. Line Renaud, elle est originaire du nord de la France, d'Armentières, comme mon père l'était aussi. Et puis un jour, elle est venue parler, parce qu'elle faisait sa 3e ou 4e rentrée au Casino de Paris, et elle avait besoin des chambres de commerce, donc elle est venue parler dans l'émission que j'animais le samedi matin. Elle est venue parler du Casino de Paris, de Paris-Line, le spectacle, etc. Et puis j'ai reçu une invitation à la Jonchère chez elle. À partir de là, j'ai rencontré un producteur qui s'appelait Mémé Ibac. Et puis voilà, puis je suis rentré en maison de disque très vite. Et ça a changé complètement ma destinée, parce que Line Renaud m'a permis, je viens d'une génération où tous les garçons de 19-20 ans, on avait le problème du service militaire, qui était obligatoire à l'époque. On est à la fin des années 70. Et Line Renaud, qui a passé sa vie, et j'insiste là-dessus, parce qu'elle est toujours parmi nous encore aujourd'hui à 96 ans, 97 ans même qu'elle a eu au mois de juillet. Je me trompe même d'une année, c'est dire. Et alors, elle a passé sa vie à rendre service.
Ouais. C'est un être exceptionnel, Lynn Renaud, exceptionnel. Donc elle m'a aussi rendu service alors que elle m'avait vu qu'une fois finalement, et puis elle m'a permis de faire un service militaire sur Paris, ce qui fait que j'ai gardé mes contacts dans ce métier, ce qui m'a permis de rester dans ce métier. Une fois que mon année, j'étais mandaté au sport et spectacle, au ministère de l'Air. Oui. Finalement, quand on vous entend, vous allez débuter ce métier d'attaché de presse dans une maison de disques, mais vous êtes autodidacte à ce moment-là. Alors, autodidacte, oui, parce que les écoles de spectacle n'existent pas, à part les écoles de cirque. Mais les écoles pour former des attachés de presse, des agents, des managers... Aujourd'hui, on a des écoles pour ça qui s'intitulent l'EFA, où on peut faire une école de radio. Exactement. Et y venir, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Ça n'existait pas. Donc vous arrivez avec votre passion, vous rencontrez Lynn Renaud, vous êtes dans une éducation avec un diplôme qui n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire finalement, et vous tentez d'avoir ce diplôme-là pour plaire à vos parents. Et oui, évidemment, mais comme beaucoup de gens, quand on a un rêve en tête, on fait déjà plaisir à ses parents pour pas les décevoir. Et puis après, ben voilà, j'ai pris une autre option, une autre voie. C'est un métier, c'est pas que c'était rare, ces écoles n'existaient pas. Donc c'est même pas, on n'envisageait pas en tout cas de faire cette destinée. Et quand on choisissait les arts du spectacle, d'un seul coup, on vous regardait comme un saltimbanque, comme quelqu'un qui n'avait plus de raison finalement de choisir la voie traditionnelle. Et j'ai appris sur le tard, vous savez, on rentre en maison de disque, on est au Standard d'abord. Et le Standard, c'est génial parce qu'on a les numéros de tout le monde à un moment donné. Donc voilà, et j'ai commencé vraiment au Standard, moi, comme beaucoup de gens. Voilà. Vous êtes resté combien de temps ? En maison de disque, 13 ans. Alors, je ne suis pas resté qu'au Standard en maison de disque. Ça a duré 1 an, le Standard. Vous avez ensuite gravi les échelons et après avoir acquis les connaissances nécessaires dans ce petit milieu à l'époque, vous décidez de voler de vos propres ailes et vous lancez votre entreprise. On va vous appeler le colonel. Oui, parce que j'ai un côté résistant, si vous voulez, dans ma manière d'être. Déjà, quand j'étais au ministère de l'Air, ou à Ballard ou au Bourget, c'est les établissements et les bases aériennes, etc. J'ai passé mes grades pour être officier de réserve, etc. Et après, avec les années, on devient lieutenant-colonel de réserve, ce qui est mon cas. Donc après, on vous appelle le colonel, vous savez, je veux dire, bon. Et puis alors maintenant moins, plus maintenant. Bon, puis voilà. Et puis après, c'est passé comme ça. Et puis on m'appelle d'autres noms aujourd'hui à la télévision. Ah oui. On les connaît. J'ai d'autres noms qui me sont donnés. Bon, c'est très bien. Pourquoi pas. Fabien Lecoeuvre, de nombreuses personnalités de tous milieux vont donc faire appel à vous pour médiatiser leurs actualités, notamment la famille de Claude François qui va vous confier la communication et le développement artistique de la carrière posthume de leur père. Est-ce que vous avez toujours un regard sur tout aujourd'hui en ce qui concerne Claude François et d'autres artistes aussi ? Oui, alors avec Claude et Marc François, on est restés très proches. Ça fait 32 ou 33 ans qu'on travaille ensemble. Il y a moins de choses aujourd'hui qu'il y avait à faire il y a une trentaine d'années sur l'artiste, même dans la carrière posthume. Je crois que j'ai tout fait avec lui. J'ai écrit 11 livres sur Claude François, pas des moindres, des livres référents en plus. On a fait des places, des timbres Claude François avec la République française. On a tout relabellisé. On a sorti tout en CD, l'intégrale. Je sais pas ce que j'ai pas fait sur Claude François. Aujourd'hui, il y a moins de choses. Il y a des choses qui se font encore comme des croisières qui marchent très bien d'ailleurs. Mais là, j'ai rien à voir dedans parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais je sais qu'avec Claude, on s'appelle régulièrement. Vous allez être responsable de la communication de la comédie musicale Belle Belle Belle. Vous allez participer au film Podium de Yann Moix qui va faire 4 millions de spectateurs. Et vous serez un des co-auteurs sur le film Clo-Clo, le biopic de Claude François joué par notamment Jérémy Régnier, sorti en salle en 2012. Vous vous occuperez aussi de la communication des héritiers de Joe Dassin, de la pièce Mike Laisse-nous t'aimer de Michel Polnareff à titre personnel, du Gaufret de Gilbert Montagnier ou encore de grands événements comme la tournée H Tendre dont vous allez vous occuper de nombreuses années. Vous serez ensuite un ponte de l'événementiel consacré à divers artistes et il va y avoir bien sûr d'autres choses. Quand vous vous retournez, est-ce que l'enfant qui est en vous est heureux de tout ce que vous avez réalisé ? Mais c'est-à-dire que l'enfant s'imaginait même pas un instant le parcours que j'allais avoir. Parce que d'abord, je ne voulais pas faire... Aujourd'hui, je suis dans une notoriété plus qu'une célébrité, on va dire. Il ne faut pas confondre célébrité et notoriété. Moi, j'ai une notoriété de par mes fonctions aujourd'hui, parce que je suis de plus en plus un personnage public, avec toute raison gardée, encore une fois de plus. J'ai ce recul, mais c'est vrai que je ne pouvais même pas imaginer ça, parce que moi, je voulais être impresario, je ne voulais pas être connu, forcément. Donc, mais aujourd'hui, les gens de l'ombre sont très vite dans la lumière, pour beaucoup. Je pense à Pascal Nègre, qui a été le
le directeur de la Starac admirablement. Enfin, on passe vite de l'autre côté du rideau, mais c'est parce que c'est une époque qui veut ça. Mais j'avais pas envisagé ça, je vous le confirme. J'ai pensé, parce que vous avez publié entre 60 et 100 ouvrages, alors je ne veux pas donner un 69. chiffre, mais 69 précisément. Le 69e que vous avez sur le bureau. Le 69e ouvrage, principalement sur des grands chanteurs français d'une époque, de Jacques Brel à Michel Polnareff, et puis d'autres ouvrages également sur la chanson française et bien d'autres ouvrages. Est-ce que vous avez pensé à devenir parolier à un moment donné? Alors, c'est drôle que vous me posiez cette question parce que j'y ai pensé, mais c'est un autre art, c'est une autre manière d'écriture. On peut écrire des livres, on peut pas écrire de chansons, c'est encore autre chose. Comme on peut faire des chansons, on est incapable d'écrire un livre. Moi, combien de fois j'ai permis à Jacques Revaux, grand compositeur, ou à des gens comme Michel Jourdan, grand parolier, entre autres pour Mike Brandt, pour Marie Laforêt, pour Sinatra, pour plein de gens, ils sont incapables d'écrire leur vie. C'est deux arts complètement différents, même si l'écriture les rassemble. Mais une chanson, c'est très particulier. J'ai pas ce rythme-là. Un livre, par exemple, moi, j'ai pas de talent de romancier. J'ai un talent de biographe. Il faut que j'écrive une vie quand elle a déjà été vécue. J'ai pas d'imaginaire. D'ailleurs, je ne lis dans ma vie depuis que je suis enfant. Le premier livre, on va dire biographique que j'ai pu lire, c'était 93 de Victor Hugo. Et sinon, c'est des autobiographies de célébrités, acteurs, chanteurs, hommes d'entreprise, peu importe. Mais il faut que ce soit des autobiographies. Sinon, je rentre pas dedans. Vous avez écrit sur Claude François. Vous avez été amené à le rencontrer, le voir sur scène. Mais est-ce que vous l'avez rencontré dans la vraie vie? Parce que vous étiez très jeune quand même quand il est parti. J'étais extrêmement jeune, mais il voulait m'engager pour faire mon stage. Je devais commencer en mai 78. Il avait dit à sa proche collaboratrice Nicole Gourrier, il lui disait, mais ce garçon, c'est un petit personnage. Il me dit, c'est un type comme ça qu'il nous faut à la communication. Donc, et puis, je devais faire mon stage chez Claude François. J'ai eu mon bac à 15 ans et demi, donc j'étais déjà en école de presse. Enfin, en école de la chambre de commerce. Mais je voulais m'orienter vers la presse et les médias. Et il trouvait que j'étais un petit personnage. Alors je dis, mais c'est quoi? Mais dans sa bouche, c'était pas péjoratif. Hein. Donc, et puis le destin en a décidé autrement. Il est mort malheureusement en mars 78. Et mais voilà. le vœu a quand même été respecté par ses enfants. Oui, et c'est très curieux d'ailleurs. Bien des années plus tard, après la disparition de leur papa, Claude François Junior m'appelle parce que j'avais signé un article dans un canard qui lui avait plu. On s'est rencontrés, on s'est plus quittés. Par la suite, vous allez devenir spécialiste people, doté d'anecdotes dans plusieurs émissions de radio et de télévision en tant qu'invité, chroniqueur ou co-présentateur. Vous allez travailler notamment sur Rire et Chanson, France Bleu, Europe 1, mais aussi à la télévision sur CNews ou encore C8. Et cette année encore aux côtés de Cyril Hanouna dans Tout Beau Tout Neuf, cette fois sur W9. Pour les infos people, où vous relatez tous les soirs des anecdotes sur le monde artistique plus actuel. Et on sent qu'il y a une fidélité entre vous qui remonte à il y a bien plus longtemps que ça n'en a l'air. Cyril Hanouna, on s'est rencontrés en 2003-2004. J'étais son premier employeur. Et le dernier d'ailleurs, à mon avis. Premier et l'unique employeur de Cyril Hanouna. Il en a encore parlé hier soir dans l'émission d'ailleurs. Et en fait, à l'époque, moi je produisais une émission sur Rire et Chanson, comme vous avez si bien parlé. Les Peopleries. Et puis, j'avais commencé avec les Chevaliers du Fiel. Et puis finalement, ils sont partis sur une autre radio. Et du coup, on a engagé Cyril Hanouna, je lui versais un salaire de 1 300 € par mois. Wow. C'est-à-dire pour faire une quotidienne. Donc sur Rire et Chanson, il a bien changé ses tarifs depuis. Hein. Donc, mais vous direz qu'il vous l'a bien rendu. Oui, parce que c'est un type fidèle, moi aussi. Et puis on s'aime beaucoup, on se parle très peu finalement dans la vie. Je ne suis pas dans sa vie privée, je n'interviens pas dans tout ça. Il a sa vie, moi j'ai la mienne. Mais il suffit qu'on se regarde, on sait. On a cette espèce de fraternité qui est à la vie, à la mort, en fait. Parce que, voilà, et puis c'est un mec sérieux, consciencieux, drôle. Il me fait rire. Moi, je le fais rire aussi, dans le personnage que je suis devenu par les médias. Donc voilà, et ça fonctionne bien. Les audiences marchent bien. Vous savez, aujourd'hui, quand vous faites de la télévision, les audiences, elles sont minute par minute pour la télé. Hein. Donc on sait et il les voit en direct, Cyril, d'ailleurs. Il les voit en direct. Et il voit quand un type rentre sur le plateau, si ça chute, ou si d'un seul coup, ça prend 400 000 personnes à la minute. Hein. Donc, voilà. Et puis, donc, à ce titre-là, il m'est resté fidèle pour tout ça aussi. Parce que les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Ils aiment qu'on leur... voilà, faire de la promo, c'est une chose. Mais après, ils aiment qu'on raconte des anecdotes. Et ça marche. Voilà. Et on va y venir dans un instant. Vous êtes également fidèle, vous, à CNews, où l'on vous retrouve de nouveau cette année avec Nos années bonheur en chanson, qui est en accord avec votre nouvel ouvrage du même titre, sorti chez Fayard. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un nostalgique d'une époque ?
Pas du tout. J'adore mon époque aujourd'hui. J'aime les gens, j'observe les choses, j'adore les nouvelles générations d'artistes. Moi, je suis fasciné par tous ces grands auteurs, que ce soit Abdel Malik, grand auteur, que ce soit Grand Corps Malade, ou même Gauvin Serre, par exemple. Grand Corps Malade, vous en parlez. C'est un petit peu compliqué entre vous en ce moment. Est-ce que vous voulez l'évoquer ? Je veux bien sûr en parler. Je parle de tout. J'ai aucun problème. Alors, Grand Corps Malade, j'ouvre une parenthèse là-dessus, puisque j'ai gagné un procès contre lui. Là, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, absolument. J'ai gagné à la suite d'un arrêt en cour d'appel. Donc, c'est une décision importante. Elle est importante pour moi dans une affaire que je vais vous rappeler, mais surtout pour des millions de gens à qui on peut un jour voler, qu'on soit connu ou pas connu, à qui on pourra voler une voix pour faire un disque. Vous savez, en matière de droit, en école de droit en tout cas, les attributs de la personnalité font partie des cours de première année. C'est-à-dire l'attribut de la personnalité, c'est le physique et la voix. On n'a pas le droit de vous l'apprendre. Elle appartient, quoi qu'il arrive, à la personne. Il se trouve que en 2021, là où j'avais été maladroit avec une artiste que j'avais qualifiée d'effrayante à un moment donné, je m'en étais excusé à plusieurs reprises auprès de l'agence France Presse. Et puis Grand Corps Malade a eu la bonne ou la mauvaise idée de reprendre mes phrases dans une interview et de faire un duo avec moi. Et lui, il répondait, il me donnait la leçon et tout ça. Comme vous savez, tous ces gens qui souvent s'autoproclament justiciers. On en croise beaucoup dans notre époque. Et donc, c'était très réussi ce qu'il avait fait, parce que c'est un grand talent. C'est ce que j'allais vous dire. Parce que pour autant, vous dites que c'est un grand talent. Ah, mais c'est un grand talent. Donc, ça m'a blessé doublement, parce qu'il me faisait passer pour un odieux personnage. Et en même temps, moi qui avais tant d'admiration pour ce qu'il écrit, ça a été vraiment une blessure importante. Il a vendu, il a fait 3 millions de téléchargements, 500 000 albums, de duos à l'époque, il avait fait beaucoup de choses avec plein de gens, et en hommage aux femmes et tout ça. C'est un très bel album, plus de 500 000 exemplaires vendus, c'est formidable, bon, machin. Mais à un moment donné, je me trouve complètement dépouillé, volé de ma voix. Oui. Il pouvait faire la même chanson avec un comédien qui faisait ma voix, par exemple, ou un imitateur même. Bon, il aurait pu vous demander si ça vous posait problème. Vous auriez dit oui, évidemment. Voilà. Oui, mais peut-être qu'on aurait trouvé une fin de la chanson plus élégante. Oui. Vous voyez, Renaud, quand il fait les bobos, il dénonce le phénomène bobo parisien, mais à la fin, quand il termine sa chanson, Renaud, il dit, mais finalement, moi, je suis quelquefois un peu bobo, moi aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire les choses. Donc, il se trouve qu'en première instance, au procès, je n'ai pas perdu, comme j'ai vu lire dans les journaux il y a la semaine dernière. Non, ma demande n'était pas prise en compte. Ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Donc, comme elle n'a pas été prise en compte parce que le tribunal s'est déclaré incompétent en matière de vol de voix, donc je suis allé en cour d'appel. Et en cour d'appel, ils ont fait du droit. Ils ont appliqué le droit français. C'est aussi simple que ça. C'est pas Grand Corps Malade qui écrit les textes de loi. C'est nos députés et sénateurs. Donc voilà, c'est comme ça. Et Grand Corps Malade veut casser cette décision. Alors, son avocat, il s'est pas exprimé encore, ni Grand Corps Malade ni son avocat. Est-ce qu'ils sont en train de s'expliquer tous les deux? Parce que je rappelle quand même que c'est son avocat de Grand Corps Malade qui avait conseillé à Grand Corps Malade qu'il avait l'autorisation de le faire, de prendre la voix de Fabien Lecoeuvre. Bon, alors, quand on fait une radio comme aujourd'hui ou une télévision, ma voix est publique, comme la vôtre d'ailleurs. Bien sûr. Et à partir du moment où on prend la voix, on la fait slammer et on en fait un disque, c'est une autre histoire, parce que le c'est droit, lucratif. c'est plus le même. Tout à fait. On est d'accord. Fabien Lecoeuvre, on restera pas trop longtemps sur cette anecdote qui n'est pas très importante. Très franchement, c'est bien d'en parler, nous sommes d'accord. Mais je m'intéresse davantage à votre travail, puisque dans cet ouvrage Nos années bonheur en chanson chez Fayard, vous évoquez 300 chansons populaires qui ont bercé nos vies, nos premiers amours, nos amitiés, comme les Champs-Élysées, les Corons, l'Aventura ou encore le Lundi au soleil, les lacs du Connemara. C'est un voyage au cœur de la France musicale des années 60, 55 pour être bien précise. À 1980, nous partons avec vous à la découverte des 1001 secrets de ces refrains qui sont inoubliables et qui ont fait chanter et danser des générations entières. Et tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi vous dédiez ce livre à votre ami Patrick Sébastien. Alors, je vais vous faire une confidence. Pourquoi j'ai dédié ce livre à mon ami Patrick Sébastien? Parce que c'est grâce à lui que les livres, les dictionnaires que je fais depuis des années sur les histoires de chansons, ça s'est passé dans un débriefing de l'émission Les années bonheur que j'ai fait pendant 14 ans, que j'ai co-présenté avec lui pendant 14 ans. Et à l'issue d'une émission, on avait reçu Henri Salvador. Et Henri Salvador face à moi, vous savez que je lui racontais ce qu'on lui doit beaucoup à Henri Salvador. C'est un grand talent, mais surtout grâce à la chanson qu'il a chantée, qui était le tube de l'été 1960, qui s'appelait « Faut rigoler, faut rigoler ». Et ça commençait « Nos ancêtres, les Gaulois ». Bon, et c'est grâce à cette chanson qui a été le tube de l'été en 60 que 2 journalistes dessinateurs au journal Pilote, qui s'appelaient Goscinny et Uderzo, ont eu l'idée de faire Astérix.
J'embrasse très fort Anne Goscinny qui nous écoute sans doute. Voilà. Et donc, voilà comment l'histoire a démarré. Et je raconte ça un jour dans une émission. Ça a fait un succès. Ré Salvador, au bout de 1 minute, il me dit « Ah, mais oui !» Il confirme l'histoire, etc. Et dans la loge, vers 1h du matin, on débrief avec Patrick Sébastien à l'issue de cette émission. Et il me dit « Tu devrais faire un livre qui consigne toutes les histoires de chansons. » Ça date de l'année 2006. Depuis, je me suis bien rattrapé. Est-ce que vous diriez que vous et Patrick Sébastien, vous êtes les relais de la chanson populaire ? Je ne sais pas si le mot relais est tout à fait exact. Alors, chanson française en général, chanson populaire, vous savez, dans la bouche de certains, c'est un gros mot. Oui. Bon, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le populaire, ils l'associent au populisme. Qui n'a rien à voir, encore une fois de plus. Qu'est-ce que la chanson populaire pour vous, puisque vous donnez ces définitions dans votre ouvrage ? La chanson populaire, je pense, c'est une chanson qui rassemble le plus grand nombre. D'ailleurs, tous les titres dont je parle, et vous l'avez très bien dit en tout cas, que ce soit de 55 à 89, ce sont tous des titres qui ont vendu plus d'1 million d'exemplaires. Et vous savez, à un moment donné, ce qui met d'accord tout le monde sur la vie, sur une chanson, ce sont les chiffres. Pour moi, il n'y a pas de mauvais artistes dans la vie, il y a des publics différents, c'est pas pareil. Et surtout, les 1 million d'exemplaires d'un album de Francis Cabrel, pour moi, ils sont aussi importants que les 1 million d'exemplaires d'un album de Laurie. On sait bien que c'est pas les mêmes publics. Bien sûr. Mais ça reste 2 valeurs importantes à mes yeux. 300 titres, un peu plus dans cet ouvrage-là. Est-ce que vous savez lequel a fait le plus de ventes ? Alors, il y a, comme d'habitude, qui est devenu My Way. Alors ça, je crois qu'il y a plus d'1 milliard de diffusions depuis sa création en 1967. Donc là, c'est un truc à part. La chanson est au niveau de Yesterday, des Beatles ou de Let It Be. Bon, c'est les 3 chansons mondiales les plus diffusées au monde. Il n'y a pas une minute au monde où la chanson, comme d'habitude, n'est pas diffusée. Fabien Lecoeuvre, la chanson populaire est forcément synonyme de bonheur pour vous, mais c'est vrai que parfois elle est triste et vous parlez de cette sérotonine du bonheur, de cette dopamine du plaisir qu'elle provoque, avec surtout une grande question. Quels souvenirs jaillissent lorsque résonnent les premières notes d'un tube et quand tout le reste a disparu ? Vous nous recommandez de fermer les yeux avec un accord de guitare, un parfum oublié, tout revient. Hier encore, on avait 10 ans, 15, 20 ans. Quelle serait alors la chanson la plus spéciale pour vous et pourquoi ? Ouais, la chanson, c'est ce qui reste quand tout a disparu. Pour moi, c'est une phrase très importante que j'ai voulu exprimer parce que tout ce qu'on peut vivre dans la vie, les grands bonheurs, les petits bonheurs. Alors j'en réfère évidemment à Marcel Proust avec sa célèbre Madeleine de Proust, puisque quand le héros du livre du côté de chez Swann, évidemment, à un moment donné, croque dans sa Madeleine, il repense à 21 ans plus tôt, quand sa tante Léonie lui faisait ses célèbres pâtisseries. Et pour moi, une chanson, c'est pareil. Vous savez, des fois, vous entendez une chanson à la radio, vous mettez plus fort, d'où l'importance de la radio, finalement, parce que d'un seul coup, ça vous ramène 21 ans en arrière. Vous savez, ça, c'est pas ma définition, c'est celle de Marcel Proust. 21 ans, c'est le temps qu'il doit y avoir entre le moment où vous le vivez et le moment où vous en souviendrez plus tard. C'est 3 fois 7 ans. C'est 3 générations. Une génération, c'est pas 10 ans, c'est 7 ans. Et encore une fois de plus, c'est toujours... La définition pour moi d'une forme de nostalgie, c'est le bonheur d'être triste. Parce que pour certaines personnes, et tous ceux qui nous écoutent le savent, parfois on est heureux d'être triste. Oui. C'est pas forcément un souvenir malheureux d'être triste. Ça peut être un plaisir aussi. Et au nom de tout ça, je pense que j'ai voulu expliquer sur l'échelle du temps l'importance d'une chanson. Et vous le savez très bien, on peut pas passer une journée aujourd'hui sans chanson, sans chanter. Fabien Lecoeuvre, dans un instant, vous nous livrerez votre Madeleine de Proust, si vous le voulez bien. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec mon invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, des véhicules de la Croix-Rouge se dirigent actuellement vers un site de transfert à Gaza pour récupérer les corps de 2 otages du Hamas. Plus tôt cette semaine, le groupe terroriste a affirmé avoir récupéré les corps de 2 otages, mais ne les a pas immédiatement remis aux autorités israéliennes, invoquant des violations du cessez-le-feu par Israël.
Des dizaines de milliers d'hommes ultra-orthodoxes bloquent l'entrée de Jérusalem pour une grande manifestation contre la conscription militaire. L'événement rassemble des milliers de participants. La manifestation répond à la récente répression contre les ultra-orthodoxes refusant le service militaire. Certains manifestants ont lancé des bouteilles en plastique sur une journaliste alors qu'elle tentait de réaliser un reportage depuis la manifestation de masse. Un Palestinien libéré lors d'un accord de cessez-le-feu, de nouveau arrêté dans la nuit pour activité terroriste. L'homme est soupçonné d'avoir fabriqué des bombes. Il avait déjà été arrêté l'an dernier après la découverte de 25 engins explosifs qu'il aurait fabriqués. Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé mercredi qu'Israël ne contrôle pas le président des États-Unis. Il a rappelé que la doctrine America First n'exclut pas les alliances. Il a ajouté que l'accord sur Gaza avait été possible grâce à la pression américaine exercée sur Israël. En France, les députés ont adopté une proposition de résolution du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, une première historique pour le parti d'extrême droite obtenue à une voix près avec l'appui des groupes LR et Horizon. Enfin, 10 jours après le spectaculaire vol au Louvre, 5 nouvelles personnes ont été interpellées hier soir à Paris et en Île-de-France. Les bijoux, eux, sont toujours dans la nature. Et merci beaucoup Nina Alouche, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Fabien Lecoeuvre et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Fabien Lecoeuvre, pour son livre Nos années bonheur en chansons aux éditions Fayard. Et vous nous livrez des chansons, celles qui ont fait connaître les grands de cette époque avec des confidences des studios, les tensions dans les coulisses, les inspirations inattendues et les destins brisés. Parlons de quelques titres, si vous le voulez bien, Fabien Lecoeuvre. Quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que de nombreux succès ne sont pas forcément des pures créations, notamment dans les années 60, mais des titres qui marchaient ailleurs qu'en France, réécrits ou revisités. Et ça, je l'ai appris en lisant votre livre. Et j'ai envie qu'on écoute ce titre-là d'abord. Alors là, nous sommes en train d'écouter le groupe The Everly Brothers. Et ce groupe-là, c'est celui qui va inspirer Belle Belle Belle. Claude François va se battre pour avoir ce titre qui ne lui est absolument pas destiné. Oui, c'est ce que vous racontez. C'est exactement ça, puisque c'était destiné à un autre artiste de la même maison de disques. Et Claude François, c'est Régine, dans une de ses boîtes déjà à l'époque, en 1962, qui avait fait écouter à Claude François ce fameux Made to Love dont vous nous avez passé un extrait. Et avait dit, si tu devrais chanter ça, ça va marcher en France. Donc lui, il part avec le 45 tours sous le bras, qui était un import américain, et il va voir le patron de la maison de disques. Mais c'était réservé à Lucky Blondeau, un autre chanteur qui avait déjà 6 mois d'avance sur la carrière de Claude François, parce qu'il avait déjà sorti un disque qui s'appelait Jolie Petite Sheila. Et donc il était déjà un peu vedette, alors que Clo-Clo était personne encore. Et puis finalement, c'est Paul Lederman qui a négocié un peu déjà à l'époque pour que ce soit Claude François qui l'interprète et pas l'autre. Et on verra que ça restera d'ailleurs son titre fétiche qu'il chantera à tous ses concerts, et celui qu'il a fait connaître en 62, un autre titre à découvrir. C'est Marini qui chante Quaglione, qui va devenir Bambino par la suite. Dalida, à ce moment-là, elle ne perce pas parce qu'elle n'a pas le bon titre. Et non, elle avait déjà sorti 2 disques 45 tours qui ne fonctionnaient pas plus que ça. Elle a bénéficié alors à la fois de Bambino, qui était une adaptation et qui a été extraordinaire. Elle est restée 1 an au hit parade à l'époque, ce qui est quand même très rare.
Elle a vendu des millions de disques. C'est un disque qui s'est vendu à plus de 6 millions dans le monde. C'est quand même incroyable. Mais surtout, elle arrivait dans une époque où il y avait toute une immigration italienne qui était déjà arrivée en France, qui avait fui le fascisme de Mussolini. Et eux, ils avaient leurs idoles. Donc, c'est eux qui ont choisi, à un moment donné, cette vague migratoire a choisi Dalida, qui représentait l'Italie mieux que personne. Et elle a bénéficié de ce mouvement migratoire français. Parce que voilà, il se retournait vers Dalida qui parlait parfaitement le français et l'italien. Et son producteur était Eddie Barclay. Lucien Maurice l'adorait, patron d'Europe 1. Il va l'aider puisqu'il va matraquer sans cesse ce titre toutes les heures sur Europe 1. Et vous l'avez dit, la chanson sera numéro 1 des hit parades pendant 39 semaines, vendue à 3 millions d'exemplaires. C'est un titre magnifique. On parlera peut-être encore de Dalida tout à l'heure. Un autre titre également. Vous le reconnaissez? Ben oui. José. Vous, mes amis. Voilà. À ce moment-là, ça s'appelle Que Sera de José Feliciano, et c'est donc Mike Brandt qui va faire cette chanson, reprendre cette chanson qui s'intitulera Qui Saura. Ce titre-là, pareil, il n'est pas créé pour lui et non. Il va le propulser. Oui, c'est-à-dire que alors il avait fait un premier disque, Laisse-moi t'aimer. Ouais, mais il commençait à être un peu. Il fait 3,45 tours derrière qui vendent, et vous avez raison, moyennement. Et la carrière était déjà en chute, à peine avoir été lancée. Et puis il y avait ce disque dans les cartons, parce que c'était le gagnant de San Remo cette année-là, en 1960, fin 71, début 72. Et puis la bonne idée de producteur Charles Tallard, d'abord Jean Renard pour l'enregistrer, Charles Tallard pour l'exploiter, ça a été de lui faire chanter Qui Saura. Et là, à partir de là, il vend 2 millions d'exemplaires en quelques semaines. Et sa carrière est relancée incroyablement, puisque ça restera, de toute façon, dans ces 4 ans et demi de carrière, ça restera son plus grand succès. Il y a une autre chanson également dont je voulais parler avec vous. C'est Poupée de cire, Poupée de son, interprétée par France Gall, écrite par Gainsbourg, qu'il a fait gagner au concours de l'Eurovision le 20 mars 65. Mais ce que vous ne dites pas forcément, c'est que ce titre et ce succès lui ont valu une rupture. Ah, une rupture très célèbre. Très très célèbre. Qui a été connue du grand public, mais il y a seulement une dizaine d'années. Oui, effectivement. C'est moi qui l'ai annoncé parce que France Gall m'avait autorisé à le raconter. France Gall a été la compagne de Claude François entre, on va dire, je vais vous dire précisément, entre le 24 septembre 1964 et l'été 1967. Ils ont été pendant 3 ans et demi ensemble. Très jolie histoire d'amour, tenue secrète par la maison de disques et les producteurs qui ne voulaient pas que Claude François ait une fiancée, puisque c'était des millions de filles en France qui voulaient être la fiancée de Claude François. Donc on voulait laisser l'espoir à ces milliers de jeunes filles, ces millions de jeunes filles en France. Donc il fallait cacher cette liaison. Et France Gall en avait un peu marre quand même d'être toujours cachée. Et puis surtout quand elle se présente à l'Eurovision et qu'elle remporte l'Eurovision, Claude François lui dira, quand elle l'appellera dans la nuit de Rome cette année-là où elle venait de remporter le trophée, Claude François lui dit: écoute, tu as gagné l'Eurovision mais tu m'as perdu. Et alors là, ça c'est violent. Vous imaginez dans la tête d'une jeune fille, c'est un truc invraisemblable. Il était quand même compliqué, ce Claude François. Ah bah c'était, vous savez, c'est des gens qui sont à un moment donné trop pris entre leur succès, leur vie privée. Ils savent plus où est le curseur en fait, parfois. Quel titre, quel refrain a l'histoire la plus incroyable pour vous, Fabien Lecoeuvre? Nino Ferrer. Laquelle? Le Sud de Nino Ferrer. Ah, pourquoi? J'adore cette chanson. C'est une chanson qui a vendu plus d'1 million d'exemplaires à l'époque, et depuis on est peut-être à 3. C'est-à-dire que cette chanson a été le tube de l'été 1975, mais a été créée 2 ans plus tôt, au printemps 1973, le jour où Nino Ferrer avait loué une maison à Rueil-Malmaison. Il avait décidé de créer une roseraie chez lui, donc il achète chez un horticulteur 300 rosiers qui sont livrés la semaine suivante dans des caisses, des cajots. Et 2 mois après, les rosiers ne sont toujours pas plantés. Donc qu'est-ce qui se passe? Les rosiers commençaient à germer à travers les caisses, évidemment. Et à chaque fois que venaient des invités chez Nino Ferrer, un peu avant l'été 73, lui disait: mais comment tu que ton jardin soit fleuri? Ils sont encore dans les cajots, tes rosiers. Et Nino répétait: ne t'inquiète pas, ici le temps dure longtemps. C'est pour ça que la chanson Le Sud s'est appelée au départ Le Temps dure longtemps, puis c'est trop compliqué comme titre à retenir. Donc la maison de disques CBS à l'époque a préféré choisir tout simplement Le Sud. Mais il faudra encore 1 an et demi avant qu'il l'enregistre définitivement. Il se battra avec l'ingénieur du son. Enfin, ça a été Bernard Estardi, ça a été très compliqué pour finalement en faire un tube exceptionnel qui traverse le temps aujourd'hui. Quel est pour vous le plus grand succès populaire de tous les temps? Le plus grand succès populaire de tous les temps. Alors ça, c'est une question.
Alors là, c'est-à-dire entre Johnny Hallyday, Michel Sardou, entre Maurice Chevalier, si on doit remonter de tous les temps. Je sais pas, hein, le plus grand succès, la plus grande chanson. Vous savez, moi, je prendrais les 10 chansons françaises qui arrivent en tête des ventes à la SACEM et à l'international, qui rapportent donc le plus de devises, on va dire. Et votre Madeleine de Proust à vous alors? Fabien Leclerc. Alors moi, ma Madeleine de Proust, c'est une chanson de Claude François qui s'appelle Chanson populaire. Décidément, ça me poursuit. Depuis mon enfance, quand j'entends cette chanson, c'est un espèce de ressort dans ma vie. C'est-à-dire que c'est très bien écrit, c'est très bien arrangé musicalement. Si vous êtes un jour un peu dépressif, ce qui m'arrive jamais, hein, je suis un type, moi je me lève le matin, je remercie chaque jour le ciel d'avoir une journée de plus. Mais ça peut arriver des fois d'avoir que des mauvaises nouvelles dans la journée. Quand j'écoute cette chanson, tout va bien. Dans les années 60, c'est une période où beaucoup de titres de chansons sont des prénoms, c'est une observation. Ouais. Céline du Gaufret, Daniela du groupe Les Chaussettes Noires, Dominique de Sœur Sourire, Elisa de Serge Gainsbourg, Nathalie de Gilbert Bécaud. Et de toute époque, les grands titres n'étaient pas forcément dédiés à ceux qui ont fini par les chanter. C'est ce qu'on apprend dans votre ouvrage, je trouve, quand même. Ouais, c'est ce qui est le plus fascinant, Cyrielle, en fait, dans ce genre de livre. Parce que c'est des chansons. Par exemple, vous parliez de Céline du Gaufret, qui est un chef-d'œuvre d'écriture, évidemment. Elle avait été destinée à Claude François. Mais comme Claude François avait fait écouter la maquette à France Gall, à l'époque, ils vivaient ensemble, en 66, et elle n'aimait pas du tout France Gall. Alors, Claude a dit, oh ben non, puis tu ne dois pas chanter des chansons tristes, Claude, il faut que tu chantes des chansons gaies, qui dansent, etc. Donc, il l'a refusé. Et puis, Gaufret, pour le bonheur du Gaufret, puisqu'il en a vendu quand même 1 million déjà à l'époque, ce qui a énervé Claude François, évidemment, quand il a vu les ventes. Donc voilà, et puis plein d'autres comme ça. L'envie de Goldman, qui était au départ écrite pour Sardou, pas pour Johnny. Et Johnny l'interprétera 4 ans plus tard. Et on apprend aussi que beaucoup d'artistes vont se battre pour que certains auteurs acceptent de travailler ou de leur donner leur texte. Mike Brandt avec Issora, également Claude François à un moment donné, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On va voir que les artistes vont devoir se battre pour que certains travaillent avec eux alors qu'ils sont déjà connus. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de profusion de paroliers et que c'est beaucoup plus difficile de placer des chansons. Des chansons. Parce que l'époque a changé. Aujourd'hui, à part Florent Pagny, immense star, qui revendique ne pas écrire ses chansons. Tous les autres chanteurs, auteurs, compositeurs, je dis compositeurs, compositrices évidemment, ou autrices, tous maintenant revendiquent être auteurs-compositeurs. C'est ça. C'est un drame. Oui. Parce que tout le monde n'a pas le talent de Gainsbourg, de Paul Narev, de ces grands auteurs, en fait, ou d'un Jean-Loup Dabadi. Vous voyez. Bon. Et donc, c'est un drame parce qu'ils font tous leurs chansons, ils ont l'impression de gagner plus en faisant des droits qu'ils encaissent uniquement pour eux. Mais finalement, vous savez, un Johnny Hallyday, une Edith Piaf ou un Yves Montand n'existeraient pas s'ils avaient fait leurs chansons eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens dont c'est vraiment le métier et qui ont les mots d'une époque. Aujourd'hui, par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Paul École, qui vit en Bretagne, qui veut jamais venir à Paris, que j'ai quelquefois au téléphone parce qu'il achète mes livres. Et donc, il m'appelle, il est content, son père lui avait offert un de mes premiers dictionnaires à Noël, enfin, il était content, et puis on est restés amis. Paul École, il écrit beaucoup pour Florent Pagny, pour Christophe Maé, pour tous ces grands artistes aujourd'hui. Et ils ont raison. Un Maé, à un moment donné, je pense qu'il est important de récupérer des textes autrement que de sa propre personne. Fabien Lecoeuvre, on a évoqué Eddie Barclay. Annabelle Chakmes nous en parle sur Radio J. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Monsieur Lecoeuvre. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un livre qui fait voyager à travers une époque que les moins de 20 ans ne pourront jamais connaître. Dans Eddie Barclay et moi, aux éditions du Cherche-Midi, François Bernheim, musicien, compositeur et producteur, raconte l'histoire d'un homme, Eddie Barclay, à côté duquel il a travaillé pendant de longues années, mais aussi celle d'un monde aujourd'hui disparu, celle du showbiz à paillettes et des fêtes légendaires où la musique régnait comme une religion. François Bernheim livre dans cet ouvrage un portrait fascinant de ce producteur de génie, démesuré, imprévisible et flamboyant, un homme qui a fait les carrières de Dalida, Michel Delpech, Charles Aznavour, et tant d'autres. Les Poppies. Les Poppies. Qu'est-ce surtout. que révèle ce livre au fond de cette époque et de la personnalité d'Eddie Barclay ? Il raconte l'envers du décor d'une période fastueuse, mais traversée par des rapports de pouvoir où chacun devait trouver sa place, souvent au prix de sa propre liberté. Eddie Barclay en était le soleil, éclatant, magnétique, et tous ceux qui gravitaient autour de lui savaient que la chaleur pouvait certains soirs devenir brûlante malgré les rires et les coupes de champagne. On comprend ces rapports complexes
complexe lorsque l'auteur écrit « Eddie est un gourou ». Auquel nous vouons un culte sans que lui l'exige vraiment. Sa forte personnalité et son paternalisme vont dans ce sens. Le respect de l'homme et de rigueur. On découvre également, au détour d'une page, une facette plus inattendue de ce personnage, au-delà du culte des apparences, le rendant soudain plus humain et profond. Le fait que la musique lui aura servi à sauver une 50aine d'enfants juifs du quartier de la Gare de Lyon de la déportation grâce à son intervention auprès d'un officier de la Waffen-SS, fou de musique lui aussi, dont il avait réussi à gagner la confiance. Comment François Bernheim s'y prend pour nous plonger dans cet univers alors ? François Bernheim signe un texte d'une profonde honnêteté, dans lequel ses souvenirs se mêlent à une sorte d'introspection psychanalytique un poil dérangeante. On a le sentiment qu'il règle en quelque sorte ses comptes en observant une forme de tendre lucidité, donnant la délicieuse impression de plonger dans les pages People d'un Paris Match de l'époque qu'il évoque. En conclusion, votre avis, Annabelle ? Alors, ce livre, Eddie Barclay et moi, c'est un peu la revanche discrète de son auteur, son hommage sincère à un mentor fascinant et dévorant à la fois. Pour être honnête, en refermant ce livre, on a l'impression d'avoir assisté à la dernière fête d'Eddie Barclay, celle où les lumières s'éteignent lentement et où enfin, quelqu'un raconte la vérité. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. Est-ce que vous avez pu assister à ces soirées, les fameuses soirées d'Eddie Barclay ? Oui, les nuits blanches, les soirées blanches. Oui, bien sûr. J'ai assisté à 3 reprises. C'était assez formidable, semble-t-il. Oui, tout le monde se croisait, tout le monde s'embrassait, tout le monde se détestait cordialement dans ce genre de soirée, souvent. Eddie Barclay et moi de François Bernheim aux éditions du Cherche Midi et dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Excellente, oui, je pense, oui. Okay. J'ai pas le temps de voir la semaine passée. J'imagine. Mais moi, vous savez, cette semaine, Fabien, j'ai failli me faire voler mon téléphone. C'est pas vrai. Ouais, mais c'est là que j'ai compris un truc. En fait, j'ai changé de direction artistique. Avant, j'étais juste une fille qui faisait des blagues. Maintenant, je suis une fille qui vit les blagues. Genre, quand un mec t'arrache ton téléphone et que ta première pensée, c'est « Oh, faut que j'en parle à Cyrielle pour la chronique de jeudi, tiens. » Voilà, tu dis que t'as dépassé un cap. C'est vrai. De toute façon, vous savez, je crois que j'ai arrêté de paniquer depuis que j'ai des enfants. Je relativise beaucoup trop. Avant, j'aurais pleuré, j'aurais sorti mes meilleures techniques de self-défense apprises sur TikTok, j'aurais appelé la police, fait une story dramatique. Mais là, non. J'ai atteint ce niveau de fatigue où quand on me dit « Madame, votre téléphone !» je réponds « Oh, merci monsieur, prenez ma charge mentale, vraiment vous êtes un chic type, vraiment il en faut des comme ça de nos jours. » Parce que c'est ça être maman en fait. C'est quand t'as plus peur d'un mail de l'école pendant une épidémie gastro que d'un voleur. Voilà mon niveau. Ça. Et puis j'ai plus de principe. Avant j'en avais plein. Avant je me disais oui, quand je serai maman, que du fait maison, pas de caprice, chacun dans son lit, endormissement autonome, on en rigole d'avance. Merci. Voilà, on se comprend. Maintenant, hier, pour calmer les pleurs de mon fils, je lui ai filé mon parapluie pour aller à l'école. Il pleuvait, Moi, je suis sortie du boulot trempée. Lui en voiture, au sec. Ma fille de 15 mois mange des merguez et des bambas les Shabbats midi. Évidemment, tout le monde dort dans mon lit et pas d'endormissement autonome. Non, sachez, Fabien, que ma fille se calme et s'endort uniquement avec du Dalida. Elle se calme sur Portofino de manière instantanée et s'endort sur Mourir sur scène. Voilà, j'ai plus de principe. Mais j'ai quelques minutes de paix et une certaine fierté maternelle, je vous le cache pas, parce que, ma fille sur du Dalida, ça me fait verser quelques larmes de joie. J'ai créé mon mini-moi. Parce que sachez, Fabien, que dans la vie, ma passion depuis que je suis toute petite, c'est le karaoké. Et depuis que j'ai mon permis, c'est le karaoké-car. Le karaoké-car, en gros, c'est faire des karaokés en voiture et surtout dans les bouchons. Parce que je vous assure que le karaoké bouchon, c'est mon Olympia pour moi. Et chanter Bambino sur scène à fond dans ma voiture, c'est vraiment mon Everest. Alors au fond, vous savez, même si j'ai pas totalement mis en pratique les principes que j'avais avant d'être maman, au moins j'ai quand même réussi l'éducation musicale de ma fille et ça c'est génial. Oui, Dalida aujourd'hui, Aznavour demain et un petit medley de Michel Fugain la semaine prochaine et là ce sera la perfection. Et je finirai ma chronique en vous faisant une petite confidence, Fabien. Vous savez, au fond, chanter Dalida, Céline ou Patrick Bruel à fond dans ma voiture, c'est un peu ma thérapie.
mais raconter mes péripéties le jeudi à la radio, ça en fait aussi partie. Du coup, la semaine prochaine, pour continuer sur cette lancée, je vous raconterai comment, en me faisant draguer à la pharmacie, j'ai réussi à placer les mots périnée et épidiotomie dans la même phrase. Je sais, je vous fais rêver, je vous remercie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sarah Elbaz. Merci beaucoup pour cette chronique. Bah oui, Dalida, comment ne pas aimer Dalida, franchement. Elle m'a fait une salade Parlez-nous dans de sa cuisine. Dalida. Parlez-nous de Elle avait Dalida. une cuisine en formica orange. J'avais jamais vu ce formica encore à l'époque. Et on avait fait un reportage photo. Je faisais des reportages pour le magazine Stéphanie à l'époque. J'avais amené Plastique Bertrand chez elle. Et un photographe s'appelle Gilbert Moreau. Et puis elle nous avait fait une salade dans la cuisine avec comme ça une omelette et tout ça. C'est une merveilleuse personne. Ça m'a fait une peine immense quand elle est partie. Et puis c'était vraiment une personne drôle, qui aimait la vie, qui aimait. C'est pour ça que le film, je pense qu'il n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner, parce que ils ont fait une Dalida nostalgique, sombre, très sombre. Oui. Alors c'était une joyeuse, elle aimait l'amour, la vie, les hommes. Enfin, elle avait consommé tout ça largement. Donc elle c'était pas du tout. J'ai pas retrouvé la Dalida que moi j'ai connue, même si je l'ai pas bien connue, mais quand même quelques fois. Ouais. Ah, c'est un souvenir merveilleux que vous nous partagez, Dalida, qui reste intemporel, en tout cas pour nous, chère Sarah. Merci beaucoup. Tout de suite, cher Fabien, c'est votre portrait sur Radio J. Voilà. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Christian Richomme. Bonjour Cyrielle, mes respects mon colonel. Merci. Repos. Merci. Moi je suis juste le lieutenant du commandant Cyrielle. Alors vous connaissez la chanson comme personne, et puis vous êtes une sorte de playlist pour nous en fait. Ah oui. Une playlist de chansons et d'histoires. Ce que vous nous avez raconté à travers les titres et à travers les anecdotes de la chanson française. Et on a essayé à travers ces anecdotes de voir un petit peu qui vous étiez. Alors, vous nous avez parlé d'un père ingénieur, d'une mère au foyer, de 2 sœurs. Je vais faire l'hypothèse que vous êtes plutôt l'enfant du milieu. Parce que Exactement. Bravo. Parce bien que vu. c'est celui qui va essayer d'être sage, c'est celui qui va essayer de comprendre, mais c'est lui qui doit attirer la lumière aussi. Eh oui. Parce qu'entre 2 sœurs et autre milieu, il faut attirer la lumière. Alors on dit merci à ma tante qui me fait découvrir les artistes. Et je deviens ce petit garçon qui est toujours en mouvement. On voit encore aujourd'hui, avec le nombre d'émissions que vous faites, le nombre d'œuvres que vous avez publiées, on a toujours dans ce mouvement, un enfant curieux, précoce, qui a sauté des classes, qui est né en décembre. En fait, précoce parce que vous deviez être né en janvier, mais vous êtes né en décembre, ça se trouve. Je suis né en décembre. Oui, vraiment. Et toujours en avance, même en avance dans ses études, puisqu'il crée un métier où il n'y a pas encore d'école, comme vous nous l'avez indiqué. C'est vrai. Vous rencontrez Lynn Renaud, vous faites... et cette femme vous montre que rendre service, c'est en fait ce qui vous a donné envie de le faire, je pense. C'est vrai. Ça veut dire que le bonheur qu'on a à rendre service et le bonheur à ce que les gens reçoivent ce service fait que c'est un des fils conducteurs de votre carrière. Bien vu. Mais je commence par l'hommage que vous nous avez fait à Claude François. Et je vois à travers Claude François une sorte de père ou de figure affective symbolique. On a quelqu'un qui est charismatique, mais qui était aussi fragile, qui était rigoureux, sévère. Bien vu. Sévère, on retrouve le même mot que votre papa. Et puis, quelqu'un qui était fragile, alors du coup, on essaie de l'accompagner, mais on est un observateur. Un observateur qui fait qu'on essaye, comme un casque bleu, de faire au mieux pour les autres. Alors, on revient à la chanson et à la chanson populaire. Vous nous avez défini ce mot et vous nous avez rendu la beauté de ce mot. La chanson, c'est comme un espace thérapeutique en fait. C'est un sanctuaire du bonheur, comme vous nous l'avez dit. La chanson, c'est des émotions. Ça peut soigner des blessures. Ça peut mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a vécu, sur des souvenirs, sur des blessures. Et puis, c'est aussi la musique que j'aime. Et c'est un miroir de ce qu'on a aimé, perdu ou espéré. Alors, vous vous êtes présenté ou Cyrielle a présenté et on a expliqué ce que c'était que la nostalgie. Et la nostalgie, le vrai sens de nostalgie, c'est le retour de la douleur. Mais on a apprécié votre définition qui disait que c'est le bonheur d'être triste. En fait, vous êtes un nostalgique, un optimiste nostalgique. C'est vrai. Oui, c'est une bonne définition. Ça veut dire que vous avez une image joviale, vous avez une sorte de nostalgie réparatrice. Ça veut dire que on pense au beau, on pense à l'instant heureux,
Vous nous avez quand même dit qu'il fallait attendre 21 ans quand même pour avoir ce retour sur image. Ce qui est vrai. Mais c'est une défense contre le vide, contre la perte aussi. Et puis la chanson, comme vous nous le dites, c'est ce qui reste quand tout a disparu. Bravo. Alors, on a vu aussi, à travers ce livre et à travers vos livres, que vous êtes un homme de mémoire. En fait, une sorte de mémoire collective, avec toutes ces anecdotes et toutes ces choses que l'on entend, que vous nous racontez qui se passent derrière le rideau. Et puis, sa nostalgie comme un moteur, et pas comme une mélancolie. On retrouve le côté joyeux, le besoin d'archiver, le besoin de transmettre ce savoir que vous avez, et de réparer le temps. Vous nous avez dit, le temps dure longtemps. Et donc, vous êtes aussi un archiviste, une sorte de gardien du temps. Alors, ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J, c'est que vous étiez peut-être un gardien du bonheur, le fils de la chanson, et une mémoire comme un rempart, et une émotion comme ADN. Et vous nous montrez que la nostalgie, ça peut être quelque chose de positif, que grâce à la chanson, on peut retrouver une manière d'aimer avec toujours de l'émotion. Merci beaucoup Christian Richaud, notre psychanalyse que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Voilà, portrait efficace, rapide, très synthétique juste. Et juste. Merci beaucoup Christian et à la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Fabien Lecoeuvre. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Nos années bonheur en chanson, sorti chez Fayard. Un mot de la fin qui vous revient, vous dites ce que vous voulez. Le mot de la fin, c'est qu'il y aura toujours des chansons, quoi qu'il arrive. Vous savez que toutes les grandes chansons suivent souvent nos vies et accompagnent nos grands événements, même politiques, religieux, culturels ou historiques en France. Selon les mouvements qu'il y a pu avoir en France, de la Révolution française à aujourd'hui, il y a toujours eu des grandes chansons. Quand les soldats partaient à la guerre en 1939, il y avait la chanson « J'attendrai », parce que les femmes désespérées voyaient partir l'homme de la maison à la guerre, sans savoir s'il allait revenir. Après, quand il y a eu toutes ces vagues migratoires portugaises, italiennes, espagnoles, elles ont toujours été accompagnées de chansons également. C'est-à-dire que je pense que les chansons existeront toujours. Donc c'est pour ça que je fais ces ouvrages, parce que j'espère que d'ici 2050, 2100, 2150, certains se pencheront sur ces petits livres que je peux faire et aussi nourriront encore une nouvelle chanson. Et je pense que c'est ce qu'a très bien dit Christian, c'est-à-dire c'est un relais en fait. Je suis un type qui relaie et c'est des livres d'enseignement plus que de divertissement finalement. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Tana Noukaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Oscar Sisto, de retour sur scène dans le spectacle Lily et le Palais du Music Hall. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Belle journée.